Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Merci pour la patience. J'ai chronométré. Normalement, je suis en 14 minutes. Donc, montre en main. Euh, alors, alors, je vous remercie pour l'invitation. Et alors, pour ma part, je vais vous parler de la violence lors des grèves ou des lock-outs, la violence ouvrière au Québec, la violence telle qu'elle est dénoncée par le patronat en particulier. Donc, c'est aussi un enjeu sécuritaire qui n'a pas encore été abordé, il me semble. Mais il me semble qu'il s'agit d'une thématique qui mérite notre attention, même s'il est aujourd'hui bien documenté que la violence n'a jamais fait partie du répertoire d'action traditionnel du mouvement ouvrier, et même si, selon un rapport de 2023 du Conseil du patronat du Québec lui-même, je cite, les cas de dérapage répertoriés durant un arrêt de travail au Canada, dans son ensemble, sont extrêmement rares. Mais dans un contexte, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, où l'extrême droite est à la tête de plusieurs gouvernements occidentaux et aux portes du pouvoir dans de nombreux autres, il s'agit d'une question potentiellement vitale pour le mouvement ouvrier, sachant que l'histoire, longue comme l'histoire très courte, révèle de manière systémique que l'une des toutes premières mesures des fascistes au pouvoir est de faire taire le mouvement ouvrier, de le mettre à part, de restreindre au maximum, systématiquement, le droit de grève, le droit de réunion et la liberté d'expression pour empêcher tout lien avec les actions politiques. Par ailleurs, l'actualité récente à Montréal, par exemple, regorge d'exemples, dans les démocraties occidentales, où la moindre action de désobéissance civile du mouvement ouvrier ou du mouvement écologiste est qualifiée sans aucune honte d'action terroriste, écoterroriste ou de prise d'otage, ce qui justifie les atteintes les plus graves aux droits de la classe ouvrière et ce qui en dit très long sur le seuil de tolérance extrêmement bas de tous ces gouvernements qualifiés ou autoqualifiés de libéraux à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression quand il s'agit de revendications ouvrières. Ouais. Alors, ce que je vais faire ici, c'est restituer quelques résultats d'une recherche qui porte sur les injonctions rendues par la Cour supérieure du Québec contre les piquets de grève. Alors, pour préciser un peu la méthode, avec deux étudiants, Adrien Bouvet et Benjamin Paré, on a compilé et analysé les ordonnances publiées depuis 2002, c'est-à-dire depuis que le piquetage, les piquets de grève, est garanti comme un droit constitutionnel par la Cour suprême. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a différents types d'ordonnances, mais pour aller à l'essentiel ici, nous avons retenu 103 ordonnances pertinentes, ce qui fait en moyenne 3 ou 4 injonctions par an. Pour mettre en rapport, par exemple, on sait que sur la période étudiée, il y a environ une centaine d'arrêts de travail par an. Alors il faut faire attention ici, car toutes les ordonnances, malheureusement, d'injonction ne sont pas publiées. Donc ce matériau ne permet pas de trancher la question de savoir si les employeurs recourent fréquemment ou non aux injonctions, ça c'est le premier point, et ce matériau ne permet pas non plus de dire si la violence est fréquente ou non sur les lignes de piquetage. Ceci dit, on a ici un échantillon de 103 ordonnances sur 20 ans avec 78 conflits différents, ce qui fournit, à notre avis, de très précieuses données ou pour parler en juriste, un faisceau d'indices. Alors, premièrement, ces données confirment que la violence reste l'un des principaux motifs invoqués par le patronat pour restreindre le droit de manifester et de réunion des grévistes. Alors, comme on peut le voir parmi les premiers motifs justifiant les demandes d'injonction, ce sont les atteintes à la propriété, donc la Cour interdit d'obstruer, de bloquer, de dégrader, etc., et les atteintes aux personnes. La Cour interdit de bousculer, menacer, harceler, etc. Dans la plupart des cas, ce sont les deux ensemble. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres demandes, j'y reviendrai. Deuxièmement, excusez-moi, je me perds. Je me suis mis ralenti, donc il faut que je ralentisse. Comme vous pouvez le voir ici, les injonctions sont systématiquement accordées ou presque. C'est le cas dans 95% des cas, donc 98 des ordonnances analysées sur les 103 ont été accordées totalement ou en partie. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les juges confirment les dires du patronat, ou pour être plus rigoureux, pour reprendre la terminologie juridique, les juges estiment que les employeurs ont une apparence de droit, qu'ils subissent toujours un préjudice sérieux et que la balance des inconvénients entre leurs droits de propriété ou leur droit de ne pas subir des violences et ceux des travailleurs, donc le droit à la liberté d'expression, de réunion, d'association, etc., penche en leur faveur. Troisième résultat, c'est que, comme vous pouvez le voir, avec quelques exemples ici, ce sont à peu près tous les aspects de l'activité expressive lors d'une manifestation qui sont encadrés.
Le nombre de personnes par entrée, la distance et le lieu de piquetage, le bruit, l'usage de flûte, d'appareils photo, de drones, la pose d'autocollants, les tentes, les barbecues, le contenu des messages. Bref, certains juges vont même jusqu'à interdire à des personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise de se joindre au piquet, empêchant ainsi toute action de solidarité, ce qui est pourtant le but même d'un piquet de grève. Et la moindre incartade, le fait par exemple, c'est des exemples tirés de la jurisprudence, le fait d'être à 4 au lieu de 3 par piquet, ou le fait de faire trop de bruit, par exemple plus de bruit qu'une voiture quand on est au bord d'une 2 fois 2 voies, c'est un cas aussi réel, autorise les poursuites pour outrage au tribunal et la sanction financière non seulement des personnes ciblées, mais également du syndicat. Certains avocats nomment ainsi les injonctions des pièges à outrage. Bref, cet échantillon confirme, c'est donc pas que moi qui le dis, les impressions du juge en chef de la Cour suprême Bouralaskine dans les années 70-80, comme celles du juge actuel de la Cour d'appel du Québec, Yves-Marie Morissette. Les injonctions sont en fait des copier-coller des demandes patronales qui visent à paralyser complètement tous les actes possibles des requérants, qu'ils soient légaux ou illégaux. Alors de quelle violence parle-t-on dans les jugements? Quelle est cette violence qui justifie de telles restrictions à la liberté de réunion, à la liberté d'expression, au droit de manifester? Pour aller à l'essentiel, l'analyse des jugements confirme le bilan du Conseil du patronat du Québec, selon lequel, je cite de nouveau, les dérapages lors d'arrêt de travail sont extrêmement rares. Les ordonnances analysées ne rapportent presque aucune voie de fait, aucune blessure ou d'altercation majeure entre les grévistes, les briseurs de grève ou les forces de l'ordre. Il y a des bousculades, il y a des filatures considérées comme dangereuses ou intimidantes, des brassages de voitures, de rares menaces ou des insultes. Il est également fait mention de quelques actes de vandalisme, comme des barrières arrachées, des extincteurs vidés, un téléphone arraché de son support, des câbles sectionnés, des pierres et des œufs jetés, etc. Mais cela reste relativement minime et exceptionnel. Les intrusions ou les occupations sont également relativement rares. Une revue de presse sur la même période confirme le caractère exceptionnel de cette violence. Entre 2002 et 2023, les conflits les plus tendus, ceux qui ont retenu l'attention des médias, ont été les lockouts déclenchés par la compagnie du multimillionnaire, ou peut-être milliardaire, je crois, Pierre Calpelado, son patron, contre Vidéotron, contre les journaux de Québec et de Montréal dans les années 2000, puis lors de la grève illégale dans la construction de 3 jours en 2011, la grève de 3 ans chez les concessionnaires du Saguenay, la grève de 3 ans chez Delastec à Shawinigan, ou encore quelques altercations lors des arrêts de travail au port de Québec et de Montréal. Mais ce qui me semble particulièrement révélateur à l'issue de cette revue de presse, c'est que les actes les plus violents, les plus dangereux, ceux qui constituent de véritables menaces à la sécurité humaine rapportées par les médias, ne sont absolument pas liés à des confrontations entre grévistes et briseurs de grève avec les forces de l'ordre ou les gardiens de sécurité, mais ce sont des automobilistes, des clients ou des scabs furieux de ne pas pouvoir accéder, c'est des exemples tirés de la jurisprudence, au casino, à la Société des alcools du Québec, à la Société du cannabis, qui forcent les lignes de piquetage avec leur voiture. Bref, la violence a été exceptionnelle. Alors quel est le problème? Quel est le problème puisque le système semble fonctionner parfaitement et qu'il y a très peu de violence? Le premier problème, euh, le premier problème, comment expliquer pourquoi s'il n'y a pas de violence, les injonctions sont systématiquement accordées. Pourquoi les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses sont restreints s'il n'y a pas de violence ou de dérapage? En fait, l'analyse des jugements révèle que la violence ouvrière est entendue de manière très large par les décideurs. Les ordonnances évoquent de l'intimidation, des menaces ou des insultes qui sont autant de notions juridiques extrêmement vagues qui peuvent facilement se confondre avec des incivilités. Pour donner une idée de l'étendue de ce que les décideurs qualifient de violence, je vais prendre quelques exemples. Alors on constate ainsi que le simple fait sur une ligne de piquetage, pour quiconque a fait une ligne de piquetage dans sa vie, vous allez voir, c'est compliqué. Donc on constate que le simple fait d'apostropher, d'interpeller, d'ennuyer peut être interdit ni plus ni moins. De même, un regard menaçant, qui peut être considéré comme une forme d'intimidation, et contribuer à justifier une injonction. Pour l'anecdote, la première injonction répertoriée à la fin du 19e siècle au Royaume-Uni interdit à piquer de grève, considérant que, c'est en anglais là, les black looks des grévistes causent un préjudice sérieux à l'employeur. Le nombre de personnes par piquet est dans la quasi-totalité des cas en lui-même considéré comme une forme d'intimidation et il est presque systématiquement limité à 5 ou 6 personnes maximum. Pourtant,
il n'y a absolument aucune preuve scientifique, à ma connaissance, d'un lien automatique entre le nombre de personnes et un risque accru de violence sur les piquets de grève. En revanche, il est bien établi que le recours à des briseurs de grève augmente considérablement ces risques. Dernier exemple, plus de la moitié des injonctions interdisent toute forme de nuisance, ce qui est évidemment très subjectif et potentiellement sans aucune limite. Le second problème est l'invisibilisation complète de la violence patronale. Contrairement à une procédure pénale, où les magistrats doivent situer les faits dans leur ensemble et prendre en considération les circonstances atténuantes, par exemple, le recours à des briseurs de grève, les provocations, le chantage, les agents provocateurs, bref, toutes les pratiques antisyndicales, tout l'arsenal dont dispose le patronat, n'est jamais pris en considération dans le cadre de cette procédure. Les syndicats doivent faire d'autres démarches au tribunal administratif du travail, généralement beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus longues, alors que l'on sait que le temps joue un rôle crucial lors des arrêts de travail. Le troisième problème, et non des moindres, est la violation systématique des droits fondamentaux des grévistes. La grève et le piquetage en particulier est une manifestation et à ce titre protégée par la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique ou le droit d'association. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême. Or, les restrictions imposées et leur caractère systématique apparaissent à bien des écarts comme des atteintes injustifiées. Par exemple, les restrictions au droit de se réunir doivent notamment respecter trois principes, bon, un peu techniques, juridiques, mais je vous les donne. Elles doivent être les moins intrusives possibles, elles doivent être nécessaires et elles doivent être proportionnées. Or, ça semble bien problématique dans certains cas. Il suffit, par exemple, de penser au caractère nécessaire des injonctions qui limitent le nombre à 2 ou 3 personnes par piquet, ou au caractère proportionné des interdictions d'apostropher, de nuire ou même d'importuner quiconque sur un piquet de grève. Surtout, et je pense que c'est très important actuellement, il convient de rappeler que tout acte ou geste, même illégal, ne peut pas être considéré comme violent en lui-même et justifier les atteintes aux droits de réunion pacifique. Par exemple, pour le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui fixe les normes minimales applicables en vertu du droit de réunion pacifique, par exemple. Donc, c'est des normes qui sont applicables tant en Chine qu'au Mali ou au service de police de la ville de Montréal. Je cite: les seuls faits de pousser et bousculer ou de perturber la circulation des véhicules ou des piétons ou les activités quotidiennes ne constituent pas de la violence justifiant en eux-mêmes les restrictions au droit de réunion pacifique. Or, en matière de piquetage au Québec, le moindre obstacle à la circulation peut être verbalisé. Dans le même sens, je cite toujours, les actes de violence sporadiques perpétrés par certains participants ne doivent pas être attribués aux autres participants. Or, les injonctions s'appliquent à tous les grévistes. Tous les grévistes sont soumis aux mêmes règles. Enfin, la violence qui est commise par des agents provocateurs, donc des briseurs de grève par exemple, ou tout autre citoyen, ne rend pas la réunion non pacifique et illégale. Or, la pratique des briseurs de grève ne sont jamais pris en considération par les juges de la Cour supérieure dans les jugements analysés à tout le moins. Quatrième et dernier problème, et je conclus là-dessus, en fait, je vous ai privé de la définition très large des trucs, j'allais trop vite. Bon, bref, c'était les définitions de la violence. Ça, c'est le recours, une définition partielle, donc on oublie la violence patronale. Est-ce que c'était nécessaire? Ce sur quoi je vais terminer, c'est là-dessus. Le quatrième et dernier problème est que ces injonctions contribuent à complètement banaliser les restrictions aux droits des travailleurs et des travailleuses à se mobiliser et à revendiquer. Alors tout à l'heure, il y avait une question qui était que faire? Là, je ne me rappelais plus si c'est vous qui avez dit ça. Donc, que faire? Alors, il s'agit là d'un problème majeur pour la classe ouvrière en pleine montée de l'extrême droite. Ces injonctions banalisent complètement les restrictions aux droits fondamentaux des grévistes. Elles rendent les atteintes au droit de se réunir, de manifester presque coutumières. Elles rendent les sanctions et les obstacles à la solidarité totalement légitimes. Bref, autant de limites à la mobilisation qui posent la question de comment lutter contre des gouvernements d'extrême droite dans ce contexte. Alors, en ce sens, si on fait l'hypothèse ou si on admet que, certes, le Québec est une société distincte, mais il n'est pas impossible que l'extrême droite prenne un jour le pouvoir au Québec. Alors, je crois qu'il n'est pas inutile dans ce cadre-là d'écouter, et à supposer qu'elle ne le soit pas déjà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je crois qu'il n'est pas inutile d'écouter les syndicalistes exilés, qu'ils viennent d'Arabie Saoudite, d'Iran, de Biélorussie, de Palestine, du Soudan, de Russie, qui ne cessent d'expliquer aux journalistes qui s'étonnent un peu de l'absence de mobilisation et de résistance de la classe ouvrière dans ces pays. Et leur y répondre que si les travailleurs et les travailleuses ne se mobilisent pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas sans risquer, un, exactement ce qu'on voit appliquer ici, des lourdes amendes,
ou la prison. Et cela même quand ils manifestent le plus sagement possible, en respectant au mieux toutes ces injonctions, comme sur les trottoirs, comme on a pu le voir en Russie lors de la dernière grande manifestation en février 2023. Bref, ces témoignages nous rappellent systématiquement que c'est quand on peut encore défendre le droit de se réunir et de s'exprimer qu'il faut se battre. Après, il est trop tard. Je voulais être optimiste. Ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, je vous remercie.